Se for, qual o problema? Já viu rico namorar pobre? Salut Xavier. Et je sais qu'on va pas démarrer. Non, c'est très bien. Alors c'est super parce qu'en fait on va la démarrer comme ça parce que ça fait 3 fois qu'on essaye de la démarrer cette interview. Et en fait Xavier, aka l'homme étoilé, nous reçoit aujourd'hui sur le travail où tu exerces la profession d'infirmier en soins palliatifs. Tout à fait. Et c'est pas ta seule profession. Non. Non, puisque depuis peu je suis devenu auteur aussi de bande dessinée. Exactement. Et du coup, la question que tout le monde te pose, l'homme étoilé, pourquoi ? L'homme étoilé, c'est le petit nom qu'une patiente que j'ai nommée Blanche m'a donné à l'issue de 5 jours de galère pour tenter de faire rentrer un petit peu de vie dans sa chambre, et on y est arrivé avec quelques chansons de Brel. Et je pense qu'elle a tout simplement pas vu mon nom sur ma blouse, et donc elle me désigne comme l'homme étoilé en rapport aux étoiles qui sont tatouées autour de mon coude. Et quand il s'agit de rassembler toutes mes histoires sous un nom, celui-là m'est revenu à la mémoire, et j'ai trouvé que ça symbolisait assez joliment le message que je voulais diffuser, et autant dans les chambres que dans cette BD, donc je l'ai gardé. Ouais. Est-ce que tu rajoutes des étoiles dans la vie des gens, c'est ça ? De la vie en tout cas. De la vie, ouais. D'où la fameuse expression que tout le monde reprend quand on te rencontre, c'est ajouter de la vie au jour. Voilà. À défaut d'ajouter des jours à la vie. Elle n'est pas de moi, hein. C'est un grand oncologue qui avait dit ça, qui disait que les soins palliatifs, c'était donc ajouter de la vie au jour à défaut d'ajouter des jours à la vie. Et je trouve qu'effectivement, ça résume extrêmement bien la philosophie palliative, donc j'avais à cœur de la reprendre dans cette BD. Ah ouais, super. Et qu'est-ce qui t'a amené sur cette voie en fait ? Un pur hasard à la base. Moi, j'ai quitté le lycée et j'ai commencé une fac de psycho. Sauf que j'arrivais pas à me projeter dans la blouse du psychologue. La psyché humaine, c'est un truc qui m'a toujours fasciné, mais je me voyais pas psychologue. Et je me voyais pas médecin non plus, parce que je pense que j'étais bien trop fainéant pour me taper 14 années d'études. C'est vrai que c'est long. Ouais, c'est clair. C'est vrai que c'est long. Donc infirmier, ça m'apparaissait comme un juste compromis entre les deux. Et puis je sais pas, ce métier me fascinait, mais j'arrivais pas vraiment à dire pourquoi. Et donc je me retrouve, après 2 années de psycho qui se sont pas couronnées de succès, à frapper à la porte d'un institut de formation en soins infirmiers, et je suis reçu par la directrice de l'école. Alors je m'attendais pas du tout à avoir un entretien avec elle. Que tu dessines dans ta BD, hein, ça. Ça. T'étais pas prêt, quoi. Je l'ai dessiné un peu plus sévère, elle ressemblait pas vraiment à ça, la pauvre. Mais t'étais pas prêt. J'étais pas prêt du tout, non. Et avec ton beau t-shirt Marilyn Manson. Ouais, et là par contre, j'ai été cool, ouais, parce que le t-shirt était vraiment dégueulasse. Il y avait Marilyn Manson en grand dessus, mais je m'attendais tellement pas à être reçu par la directrice que moi je suis venu les mains dans les poches, quoi. Je déposais mon dossier d'inscription un peu. Et puis oui, voilà, tu portes le t-shirt dans ta vie de tous les jours. Et tu puis portes plus. Non, c'était un t-shirt de la période Hollywood. Alors, ouais, il était en grand dessus, et j'étais mort de gêne. La directrice a dû dire c'est qui ce gars-là. Je sentais qu'elle était pas open pour Marilyn Manson, en fait. Et puis elle me demande ce que je viens faire là, et je sais pas quoi lui répondre, en fait, parce que moi je suis vraiment venu par intuition. Et véritablement, elle me questionne. Je sens qu'elle essaie de gratter pour comprendre quelles sont mes motivations profondes. Et la première chose qui m'apparaît comme une réponse, c'est effectivement mon rapport un peu compliqué avec les nombreux problèmes de santé de ma mère quand j'étais enfant, qui m'ont un petit peu mis face à une certaine forme d'impuissance que j'ai mal vécue étant enfant, et avec laquelle je pense sur laquelle j'essaie de travailler en tant que jeune soignant. Et puis au décours de mes nombreux stages, je l'aborde dans Je serai là. C'est le souvenir de mon arrière-grand-mère qui m'est souvent revenu à la mémoire. Ça a été le premier décès que j'ai connu, le premier deuil. C'est ça. Ma nénène, ouais. C'est ça.
Et du coup, ma première expérience finalement avec les soins palliatifs, parce que j'étais à son chevet dans les derniers instants de sa vie, elle ne parlait plus. Et malgré tout, c'est les meilleurs moments que j'ai vécu avec elle, parce qu'on communiquait énormément par d'autres biais, en fait, par le sourire, le regard, le toucher. Et moi, ça a été des moments que j'ai vécu avec beaucoup d'émotions, de richesse. Et je me suis rendu compte, en fait, quand j'ai découvert les soins palliatifs, que j'avais envie de reproduire cette expérience véritablement. Ouais. Oui, et tu en parles aussi dans ta BD que quelque part, en soignant les autres, les soignants pensent leurs propres blessures. Ouais, j'en suis convaincu. Ouais. Mais ce rôle de soignant, c'est aussi un rôle d'accompagnant, mais aussi de passeur. Et quand tu es confronté à des personnes qui sont, on peut dire, victimes de la maladie, c'est quoi toi ton rapport au syndrome du sauveur en fait ? Comment tu abordes en fait ce ressenti ? Je pense que déjà les soins infirmiers s'inscrivent pas dans l'art de guérir mais dans l'art de soigner. Et ça c'est un truc qu'on m'a appris assez rapidement à l'école. Notre but c'est pas de les sauver les gens, c'est de les soigner, c'est de les accompagner. C'est le rôle du médecin de les sauver ou pas si malheureusement il n'y arrive pas. Et nous, en soins palliatifs, je pense que voilà, très rapidement, on a fait le deuil justement de cette guérison. On sait que la plupart des patients qui franchissent les portes de notre service en ressortiront certainement un jour ou l'autre décédés. C'est pas le cas de tous les patients, et ça c'est toujours important aussi de le préciser. Il faut le préciser, c'est pas un mouroir. C'est ça, c'est qu'on n'accueille pas que des patients en fin de vie et on n'accueille pas que des fins de vie imminentes. On a des patients qu'on suit parfois pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Notre rôle, c'est aussi d'accueillir les patients qui sont en cours de traitement et pour lesquels les traitements peuvent se compliquer d'effets secondaires compliqués. Ouais, d'où le passage par l'hôpital en fait. C'est ça, contrarier un retour à la maison dans les bonnes conditions. Et donc notre rôle c'est vraiment de faire le tampon entre l'hôpital et les soins curatifs et le retour à la maison quoi. Et je me suis paumé dans ce que je disais. Et tu vas y revenir. Le syndrome du sauveur. Voilà, c'est le syndrome du sauveur. Et donc, je pense que nous tous et toutes, soignants en soins palliatifs, on sait qu'on ne peut pas sauver ces patients. Ce n'est pas notre mission en plus. Notre rôle, c'est de les accompagner au mieux, c'est de leur permettre de vivre ces derniers instants de vie le plus confortablement possible, le plus sereinement possible. Et c'est là-dedans en fait, qu'on s'investit au maximum. Donc, quand un patient décède dans ces conditions optimales de confort, de sérénité, d'apaisement, idéalement entouré des siens, notre mission est remplie en fait. Et c'est ça qui nous nourrit au quotidien. Moi, il y a une phrase qui m'a énormément touché dans tout ton boulot, et justement qui vient un peu à écho à ce que tu dis, c'est... ton travail c'est d'accompagner les gens, c'est pas de les devancer. Alors c'est dit beaucoup mieux dans la bande dessinée, mais moi je trouve ça trop beau parce qu'on a souvent un petit peu cette envie d'apporter des réponses ou de devancer, mais en fait, et puis vu le sérieux de ton travail, t'es obligé de marcher à côté des gens et voilà, moi je trouve ça super beau quoi. On pourrait dire que c'est écouter avant d'agir, mais toi tu parles aussi de beaucoup observer. Même avant d'écouter, parce que t'as des patients qui ne parlent pas. C'est ça, mais en fait, c'est être là. Et c'est pour ça que j'étais content de donner ce titre à ce deuxième album. C'est que je pense que l'essentiel de notre travail, c'est... Juste pour la petite parenthèse, c'est « je serai là », mais en fait, tu parles du passé. Du quoi ? Dans « je serai là », en fait, ce sont des flashbacks, en fait. Ah oui, c'est ça qui est intéressant. Oui, bien sûr. Excuse-moi. Oui, mais en fait, je pense que c'est notre premier engagement en tant que soignant en soins palliatifs, c'est d'être là. Je pense que tout réside dans cette volonté à se montrer disponible à tout instant. Je pense que c'est l'essentiel de la médecine palliative et effectivement, je pense qu'accompagner une personne, c'est ce que je dis, c'est pas... aller au-devant d'elle, c'est marcher à ses côtés, à son rythme. Je pense que c'est assez humain. Quand on identifie un problème, on veut y trouver une solution immédiatement. Et en fait, si tu adoptes cette logique-là dans les relations humaines, ça marche pas. Parce que tes solutions ne conviennent qu'à toi, et encore, elles vont pas forcément convenir à la personne qui est en face de toi. Et face à l'évidence de la maladie, à l'imminence de la mort, chacun trouve ses solutions en lui-même et nous, on est peut-être simplement
un guide, une porte ouverte pour instaurer du dialogue autour de ça, de la communication. Mais en aucun cas, en fait, on apporte de solutions. On aide juste les gens à cheminer vers leurs solutions pour faire face à ces moments assez pourris, en fait, de la maladie et de la fin de vie. Ouais. Et pour faire le pont avec ton travail d'auteur de bande dessinée, ces moments en fait, que tu as passé avec ces personnes, quand on lit ton fil Instagram ou qu'on lit la bande dessinée, on ne se rend pas compte en fait, du cheminement narratif et du process en fait, d'écriture qu'il y a derrière, parce que ça t'a pris des années. Et on a l'impression que c'est un petit peu jeté parce que c'est de l'autobiographie, donc forcément il y a ce côté d'instantanéité pour le lecteur. Mais toi justement, quel est ce process en fait, comment t'es allé chercher ces histoires-là? Qu'est-ce qui t'a donné au départ l'idée de les mettre en bande dessinée finalement, de les raconter? Ça a été une succession de rencontres en fait, de moments très forts et en parallèle avec un constat assez triste, c'est que, je le dis tout le temps avec un peu d'humour, hein, c'est que moi, je fais partie de cette catégorie de personnes à laquelle on ne demande jamais comment s'est passée sa journée au travail. Ah bon? Ouais, Parce qu'il y a un tabou? Mais c'est ça, parce que les soins oui. palliatifs, ça fait peur et que voilà, les gens ne veulent pas savoir ce qui se passe dans mon service. Mais en même temps, quand j'en parle, j'ai fait le constat qu'on m'écoute toujours avec beaucoup d'attention, parce que même si on ne veut pas savoir, quand on en parle, vu que les soins palliatifs, en tout cas vu que la fin de vie, ça nous concerne ou nous concernera tous un jour ou l'autre, les gens ont envie de savoir ce qui se passe en fait. Et moi, ça me frustrait parce que je me rendais compte que mon service et mon travail étaient entourés de beaucoup de mystères, d'inquiétudes, alors que c'est pas le constat que j'en faisais au quotidien quand je suis dans mon service, en fait, où j'ai vraiment l'impression, où je prends mon pied, en fait. J'aime ce que je fais, j'aime me donner à mes patients. Et je vais pas mentir, hein, c'est pas rock'n'roll tous les jours non plus. Mais en tout cas, on essaye. Et spécifiquement toi aussi. Parce que dans le service, en fait, entre membres du personnel, en fait, vous racontez aussi les histoires. Faut passer aussi les anecdotes qui sont passées dans la journée, parce qu'elles sont importantes à transmettre. Donc il y a déjà en fait cette idée de passer l'histoire. Donc qu'est-ce qui te donne envie de les passer à un cercle beaucoup plus grand en fait d'initiés? Déjà c'était ça, c'était de montrer aux gens ce qu'est véritablement mon travail, ou en tout cas un des aspects de mon travail. Et l'élément déclencheur, ça a été ma rencontre avec Mathilde. C'était cette patiente qui s'est donnée pour mission de m'apprendre le suédois dans ses derniers instants de vie. Et ça a été une prise en charge, mais tellement forte, tellement bouleversante, une patiente qui m'a tellement remué, que le jour de son décès, je me suis dit je peux pas garder ça pour moi en fait, il faut que j'en fasse quelque chose, il faut que je le pose sur le papier. J'avais pas du tout l'intention d'en faire autre chose que de le poser sur le papier comme devoir de mémoire, on va dire. Et puis j'ai commencé en fait à l'écrire, à la dessiner cette histoire, et je me suis dit mais il faut que je partage ça, il faut que je montre aux gens en fait les beaux moments de vie, de partage, d'humanité et même d'amour en fait qu'on peut vivre dans mon service. Et à Mathilde a succédé Blanche, Roger, et puis toutes ces histoires en fait que j'ai partagées. C'est devenu une évidence en fait que je devais partager tout ça. D'une part parce que c'était important pour moi. Par devoir de mémoire, et d'autre part parce que j'avais véritablement envie de briser les idées reçues autour de cette espèce de mouroir des soins palliatifs. Ouais. Tu te souviens de quel Tintin? Je crois que c'était l'affaire Tournesol. Ouais. C'est pas mon préféré, mais c'est ton premier souvenir? Ouais, je me souviens, je sais plus, je passais un examen médical, je sais plus lequel, et ma maman m'avait offert cette BD, et dans la salle d'attente, on était en train de la lire. Alors je sais plus quel âge j'avais, mais je la lisais avec beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de bulles dans Tintin. Ouais, celui-là est particulièrement complexe. Et mais c'est mon tout premier souvenir, de lecture, et puis. Enfin voilà, on avait des abonnements au Spirou, au Mickey et tout ça, et moi mon papa il m'apportait des robes douces, parce que mon papa est flamand, et du coup c'était les recueils de Spirou, tu sais, quand il était petit. Il était aussi abonné au journal Tintin à l'époque, quand ça existait aussi. Donc moi ça a vraiment essayé, mais vu que je lisais pas encore à l'époque, et je lisais pas le néerlandais non plus à cette époque-là, c'était vraiment que les images, quoi. Enfin bref, c'est pour le petit aparté. Mais moi voilà, je suis très fier d'avoir bossé pour Spirou, voilà, comme ça. Oui, tout le monde a dit son anecdote. C'est vrai, voilà. Excuse-nous Xavier. Il devient désagréable. Oui, donc voilà, moi j'ai appris à lire dans la BD, j'ai dévoré la BD à toute mon enfance, et puis
L'anecdote qui est assez marrante avec Tintin, c'est que j'adorais Tintin, mais je trouvais ces personnages tellement chiants que je les redessinais en fait. Tu leur mettais des tatouages, Alors, des moustaches. mais véridique, Tintin au Congo, en plus ça va faire plaisir à beaucoup de monde, Oui. je l'ai trouvé tellement chiant à lire en fait que du coup je lui ai rajouté des piercings, de la barbe, des tatouages et je me suis fait engueuler. Mais Tu l'as gardé? non, Non. malheureusement. Ah, franchement, ce serait mythique. serait Tu sais, incroyable. Tintin Ah ouais. revu par l'homme étoilé. Carrément. Il y aurait Et, quelque chose. bon, après j'ai arrêté. Mais oui, j'ai bouffé de la BD toute mon enfance et ça s'est imposé comme une évidence parce que j'adorais en lire, j'adorais dessiner, j'adorais reproduire aussi les personnages des bandes dessinées. Et c'est le médium avec lequel je me sens le plus à l'aise. C'est aussi c'est un univers qui me plaît, la BD en fait. Et je suis pas assez à l'aise avec l'écriture. On me dit que j'écris bien, moi je suis pas mon meilleur public pour ça, mais le dessin, c'est le médium avec lequel je me sens à l'aise. Et en plus de ça, je trouvais que c'était aussi un joli défi d'imposer une BD sur les soins palliatifs. Il y a pas mal de bouquins qui ont été écrits sur les soins palliatifs. De BD, il y en a très peu, je crois qu'il y en a une ou deux. Et encore pas dans ce ton-là, en fait. Sûrement que tout le monde te le dit, mais c'est le côté vraiment... Mais je me lasse pas de l'entendre. Ouais, bah voilà, mais c'est émouvant, genre à chaque fois quand... Je l'avais déjà lu, j'avais lu tes 2 BD quand il n'y avait pas encore l'intégrale. Et puis je l'ai relu pour le bien de l'interview. J'étais sur le canapé l'autre jour et il y avait ma femme dans le canapé avec notre petit bébé et j'étais genre putain, elle fait chier. Elle me fait quoi? Je fais je connais déjà, mais il me fait pleurer et tout, tu vois. Et Laurent qui découvrait ton travail, tu m'as dit pareil. Ouais, moi j'ai mis. En fait, c'est monté, tu vois. L'émotion elle est montée petit à petit. Et à la page 80. Et là j'ai pleuré. Ah, Là, c'est quoi la page 80? C'est précis, hein. C'est la page 80. Alors, attends, du coup, on va la regarder ensemble. Attends, c'est... Parce que je sais que j'avais noté ce moment-là, mais du coup, moi je me souviens pas forcément. Non, mais celle-là aussi, elle est dingue. Voilà, c'est là, ouais. Bah, là, on est Bon, sur les auditeurs ne voient pas, hein, mais... on est sur le passeur. Ouais. On passera des petits extraits. Page C'est peut-être 80. l'histoire de Christine, je pense. Non. Voilà. Ah non, c'est l'histoire de Nani, ouais. Ouais, c'est ça. D'accord. Et donc on arrive à ce moment en fait où ton dessin en fait disparaît. Tu viens le rechercher et le dessin n'est plus là en fait. Tu voulais le récupérer. Et qu'est-ce qui arrive au dessin? Eh ben, elle a demandé à être enterrée avec. Voilà. Même moi, encore aujourd'hui, quand j'en parle, je trouve ça fou. Et j'étais mort de gêne dans cette chambre quand les filles de cette patiente m'ont appris ça. Parce que je ne pouvais pas m'empêcher de me questionner sur ma légitimité et ma place, en fait. Et c'était accueilli avec énormément de bienveillance et totalement accepté par les enfants de Nani. C'était une évidence pour eux en fait. En fait, du jour où elle m'a adopté symboliquement comme petit-fils, ils m'ont adopté comme un des leurs, quoi. Et ils m'ont dit, voilà, vous faites partie de notre famille. Et... Ouais, c'est fou. Comment dire, moi je trouvais ça mignon, j'ai joué le jeu parce que ça me plaisait, parce que j'y voyais du sens et parce que cette patiente aussi y voyait du sens, y trouvait du sens. Mais j'avais pas conscience que c'était aussi fort pour elle. Je pensais que ce n'était que de l'humour, mais en fait je me rends compte que finalement pas tant que ça, parce que même moi à la fin de l'histoire je veux récupérer ce dessin parce que je veux récupérer un souvenir d'elle. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs ce qui est assez joli, c'est que quelques mois après la sortie d'Elle à vie, en dédicace, les petits enfants de Nani sont venus me retrouver et en fait ils avaient pris une photo de ce dessin quand il était affiché à son téléviseur, et donc ils m'ont imprimé la photo du dessin que du coup j'ai pu garder chez moi. Et ils m'ont aussi donné un selfie qu'on avait pris, Nani et moi, et je m'en souvenais même pas, mais elle était très moderne pour une petite mamie, Nani. Et donc en cours d'hospitalisation, elle m'a dit venez, on fait un selfie, et j'avais complètement oublié ça. Et donc j'ai ces deux souvenirs précieusement chez moi qui racontent notre histoire, quoi. Et ouais, c'est une rencontre tellement forte, hein. Quand tu lis cette histoire, tu te rends compte que c'est un truc que je peux pas garder pour moi, en fait. Mais justement, donc, tu nous dis, donc, t'es biberonné à la bande dessinée, t'aimes le dessin, tu vis ces histoires, t'as envie de les partager.
Dans l'intégrale, on voit à la fin aussi un petit peu tes premiers dessins aussi par rapport à L'Homme étoilé. Mais je me demandais, par exemple, tu me parles de Mathilde, qui est un peu le point de départ de toute cette histoire. Mais je pense que ton premier dessin de L'Homme étoilé, c'était en 2012, quelque chose comme ça. Est-ce que tu avais déjà commencé à... Est-ce que tu avais commencé à te dessiner en 2012, mais pas encore les BD, ou est-ce qu'il y avait eu des premières versions de ce qu'on voit là dans la bande dessinée ou... Mathilde, il y avait du coup une toute première version. Alors je pense que Mathilde, on est en 2011 ou 2012 quand je l'ai rencontrée. Et donc c'est vrai, c'est la première histoire que j'ai posée sur le papier, mais je savais pas trop quoi en faire, je savais pas... Ça ressemblait pas à ce qu'on voit aujourd'hui. Non, du tout, non. Ok. Et je l'ai laissé se reposer un long moment. Et en fait, la plupart des histoires d'Alavi, et surtout Je serai là, puisque Je serai là, c'est vraiment ce chemin en fait de mon entrée dans cette école d'infirmière jusqu'à ma prise de poste en soins palliatifs. Mais la plupart de ces histoires, ces histoires sont assez vieilles en fait. Certaines ont plus de 10 ans. Et je pense que c'est le temps qui m'a fallu pour les digérer et pour en extraire vraiment l'essence et le message. Et souvent on me demande d'ailleurs s'il y aura un 3e tome des aventures de L'Homme étoilé, et j'ai encore quelques histoires en stock, mais je pense que je les ai pas encore suffisamment digérées pour véritablement en extraire l'essence, le message que je veux diffuser, et donc j'ai besoin de les laisser dormir encore un petit peu pour... Ouais, parce que c'est une histoire de flow en fait, en anglais. C'est ça, ouais. Monsieur est bilingue. Je parle pas flamand. Mais oui, c'est vrai que quand on lit ton travail, on a ce sentiment d'instantanéité. Et tu viens de dire, là, il y a des récits qui ont 10 ans, où il y a plusieurs patients qui sont... Il y a des patients dans ta bande dessinée qui représentent plusieurs patients. Et donc, c'est un vrai travail de maturation. Nous, on a l'impression, parce que l'autobiographie, il y a de plus en plus d'auteurs qui le font aussi, on a cette impression que tu as vécu ça dans ta semaine et que tu le dessines le soir, et puis mais en fait c'était l'effet d'Instagram aussi non quoi. qui, Aujourd'hui oui, ça t'arrive, il y a quelques ça histoires m'arrive, que t'écris comme ça dans les histoires longues, effectivement, il y a beaucoup d'histoires qui sont assez anciennes. Je crois que les histoires les plus récentes, c'était celles de Nani et Christine. Tu les avais toutes dessinées, les histoires, ou alors t'as été puisé dans ta mémoire, comment ça s'est passé? Parce que celle de Mathilde, tu l'avais déjà dessinée, écrite, mais est-ce que c'est le cas de toutes les histoires? Non, du tout. Avant d'écrire à la vie, j'avais déjà publié 4 histoires sur Instagram. Celle de Mathilde et de Blanche, je les ai entièrement retravaillées pour à la vie. J'avais publié celle de Christine et Nani, et Christine et Nani, je les ai publiées assez rapidement en fait. C'est les histoires les plus récentes, on va dire, de toutes les histoires que j'ai partagées. Mais elles étaient tellement fortes en fait que leur sens et leur message s'est imposé à moi très facilement. Puis après il y a des souvenirs qui me sont revenus, même parfois au décours d'échanges avec des lecteurs sur Instagram. Je me souviens que l'histoire de Paulette notamment, ça m'est revenu suite à une story où j'avais parlé d'un tatouage, ou je sais pas trop. L'histoire de Paulette. Alors l'histoire de Paulette, c'est la toute première histoire de Je serai là, et c'est la toute première patiente que j'ai soignée à l'hôpital. C'était cette petite dame qui ne m'adressait pas à la parole, elle ne m'a pas dit un mot de quasiment du coup toute son hospitalisation. Et pour moi, jeune élève infirmier, c'était horriblement frustrant, quoi, parce c'était que un mur d'entrée. c'est ça, tu voulais créer du lien. C'est ça, tu franchis les portes de chaud, l'hôpital, tu veux mener de ton ambition voilà, c'est ça, de vocation, triomphant de victoire sur la maladie, et ouais, tu veux créer du lien avec tes patients, et là il se passe rien, mais même pas un bonjour, quoi. Et un jour en fait, et tu sais, souvent les gens me disent wow, c'est brillant d'en être arrivé à cette conclusion, mais sur le moment même ça m'est pas apparu comme une évidence, et véritablement je l'ai juste fait parce que cette situation m'emmerdait. Je me suis dit, si tu veux pas parler, c'est pas grave, je vais combler l'espace sonore, je vais parler mais à n'en plus finir, et je vais parler pour deux, quoi. Mais c'était vraiment de la frustration et de la colère, quoi. Et je lui raconte en fait les prémices de ma relation amoureuse, puisque j'allais rencontrer ma compagne pour la première fois, et en fait, juste avant un week-end, et le lundi, je reviens à l'hôpital, alors des étoiles plein les yeux, parce que j'ai passé un merveilleux week-end avec elle, et les premiers mots qu'elle m'adresse de cette hospitalisation, c'est « Et alors, comment ça s'est passé ?» Et l'amour. C'est ça, mais tu vois, j'ai pas compris ça sur le moment même, en fait. Moi, j'ai vécu ça, sur le moment,
on était dans l'instant, j'ai pas décodé ce qui était en train de se passer. Et c'est quelques années plus tard que je me suis rendu compte qu'en fait, elle m'avait offert ma première leçon en tant que soignant. Écoute. C'est ça, c'était une manière de me dire, je suis pas juste une collection de symptômes, je suis pas juste une personne qui souffre ou pas, qui chie ou pas, qui est, tu vois, et je suis pas juste une tension, des pulsations, une température, je suis un être humain avec des besoins, des qui a envie envies. de partager aussi l'histoire ça. des autres, en fait. Et là, je suis enfermé dans les murs de l'hôpital où tout est blanc, où la bouffe est dégueu, et j'ai envie de savoir ce qui se passe au dehors, j'ai envie qu'on me rappelle qu'il y a de la vie au dehors, qu'il y a de l'amour, qu'il y a... Et elle a véritablement vibré, tu vois, au son des prémices de cette relation amoureuse que je lui ai partagée jour après jour. Je lui montrais des photos, je lui montrais les SMS qu'on s'échangeait. Tu m'étonnes. Et ça a été génial pour elle, et je pense que ça l'a, je vais pas dire soigné, mais en tout cas, ça lui a fait du bien. Et c'était le plus important, c'est ce qui comptait. Je crois que de mémoire, elle avait un cancer pulmonaire, cette petite dame, et elle était en soins palliatifs, elle était dans le service de pneumologie, mais elle était, elle était plus dans le curatif, quoi. On ne pouvait plus la guérir de ce cancer. Donc elle savait qu'elle s'en sortirait pas. Pour autant, elle n'était pas en fin de vie imminente. Mais je pense que justement, dans ces moments très compliqués, elle avait envie d'autre chose que d'être considérée comme juste une maladie dans un lit, quoi. Et donc, tu fais vraiment des concerts, tu fais un peu le cirque dans la chambre. C'est l'impression qu'on a quand on lit la BD. Et c'est vrai que c'est hyper... c'est une bouffée d'oxygène quand on lit la bande dessinée. On a parfois du mal à imaginer que ça peut se passer dans un hôpital en soins palliatifs, mais tu fais des solos de guitare, de fausses guitares dans les chambres, tu fais du Queen. Il faut garder à l'esprit que c'est des parenthèses, tout ça. C'est pas comme ça tous les jours. Et c'est ce que j'explique aussi souvent, c'est qu'il y a des jours où il se passe rien, il y a des semaines où il se passe rien, il y a des rencontres dans lesquelles on... Voilà, je le disais, mon taf, c'est un peu un taf d'enquêteur. J'essaie de comprendre qui je soigne, mais je ne noue pas des liens particuliers avec chacun de mes patients. Bien sûr, ouais. Quelque part, tant mieux. C'est un juste équilibre, en fait. Et puis sinon, tu serais le rigolo de service, en fait. Et puis je pense que ce serait très... Aller voir l'homme étoilé, quoi. C'est ça. Mais en fait, tu sais, c'est un peu... comment dire, l'étiquette que je porte malgré moi aujourd'hui, c'est que vu qu'à la vie a offert une... Comment dire, j'étais bien médiatisé quand À la vie est sorti. Il y a pas mal de familles aujourd'hui qui me reconnaissent et je sens parfois dans leur regard, ou alors c'est peut-être parce que je suis un peu parano, mais je sens dans leur regard que ça crée une attente. Une attente, ouais, voilà. Ouais. Et quel genre d'attente? De retrouver en fait quelle histoire formidable vous allez vivre avec mon père ou ma mère, ou tu vois. Est-ce que vous allez en faire une BD ce ou qui est terrible, puisque voilà, on est quand même face à la maladie et finalement un diagnostic qui est souvent terrible, quoi. C'est surtout que cette attente elle est un petit peu étrange. Tout ça c'est très spontané. Moi je calcule pas en fait. Je rentre dans la chambre de mon patient, j'apprends à le connaître, je vois où... Et tu fais déjà ton travail en voilà, premier, quoi. Ouais, bien sûr, ouais. Où je peux aller et je vois ce qu'on va broder autour de cette relation de soins ou pas. Et d'ailleurs, très souvent, il ne se passe rien en fait. Il faut rester humble par rapport à ça. Moi, il y a beaucoup de soignants avec lesquels je travaille et beaucoup de patients que je soigne où voilà, on restera jamais rien d'autre qu'un soignant et un soigné. Et c'est pas grave, c'est ok aussi. Et puis après, il y a ces patients avec lesquels il se passe quelque chose de plus. C'est tous ces patients que je raconte à travers ces histoires. Mais du coup, c'est vrai que ça crée une forme d'attente qui me met un petit peu en difficulté parce que j'ai pas ni l'envie ni la prétention d'être un super infirmier, d'être meilleur que les autres et d'avoir quelque chose de plus à offrir en fait. C'est juste, je sais pas, un moment où les étoiles s'alignent, tu vois, et où tu dis putain c'est là que je dois aller et je sais que si je lui offre ça, il va se passer quelque chose, quoi. Et comment tu gères cette pression? Parce que avant t'avais pas sorti de BD, t'étais peut-être moins connu sur Instagram et compagnie. On va dire il y a 3 ans. Il y a 3 ans, voilà. T'avais pas ce succès en fait. Ou c'était déjà présent sur Instagram? Parce que t'as commencé sur Insta. J'ai commencé à publier mes histoires en 2017 sur Instagram. Alors le succès a été croissant, mais c'est vraiment quand À la vie est sorti et avec la médiatisation, on va dire, d'À la vie que... Comment tu gères ce grand écart?
Bah pas bien en fait. Pas bien parce que je me rends compte que l'homme étoilé, moi c'était juste un petit nom qu'on m'a donné. C'est juste le petit nom qu'une C'était pas patiente ton m'a... pseudo d'auteur de Voilà. BD au départ, quoi. Mais c'est juste le petit nom qu'une patiente m'a donné parce qu'elle savait pas comment je m'appelais en fait, tu vois. Et c'est pas une étiquette de super-héros. Et c'est vrai que parfois j'ai pu peut-être le présenter comme ça. Mais aujourd'hui, je suis toujours très mal à l'aise quand on me parle comme ça, justement. Encore ce matin, je Bah, t'es disais... pas l'homme étoilé, tu es Xavier, déjà. Déjà, C'était ouais. des- Mais encore ce matin, je lisais un message d'une élève infirmière qui me disait Ouah, vous êtes mon modèle, je veux être comme vous plus tard. Mhm. Mais je ne me vois pas comme un modèle, en fait. Je suis pas un meilleur infirmier que les autres. Je suis juste un mec, en fait, qui un jour a pris la plume pour raconter ses rencontres avec ses patients et montrer la manière dont j'investis la relation. Ouais, Et bien sûr. parmi les 20 soignants de mon service, si les 20 soignants de mon service prenaient la plume, ils pourraient te pondre autant d'histoires que moi. tu vois. Exactement, c'est ça le truc. En fait, c'est que toi, à un moment, t'as décidé de le raconter et d'en faire des bandes dessinées et de les C'est ça. diffuser sur Instagram. Et le but, c'était pas de faire de mon personnage un super infirmier, en fait, mais juste un mec humble et à sa place qui fait des rencontres, de belles rencontres, et de montrer aussi à quel point l'autre, le patient, peut non seulement te marquer, mais aussi te faire grandir en tant que soignant et en tant qu'être humain, tu vois. Et voilà. Mais c'est quelque chose qu'on dit souvent sur Sens Créatif, c'est que tout le monde a une histoire à raconter, en fait. Mais après, il faut vouloir la raconter et savoir la mettre Oui, et puis en forme. on dit souvent que les choses où tu te dis non, pas par là, ou ça n'intéresse personne, ou ça j'ai trop honte, C'est c'est genre, souvent- c'est de ça dont il faut parler. Je l'avais posté sur Instagram, hein, je me souviens que j'en avais parlé avec un copain avant toute cette aventure. Je lui avais partagé ce souhait de raconter mes rencontres à l'hôpital. Et il m'avait dit mais ça marchera pas, c'est trop anxiogène. Et Puis il n'était pas visionnaire. puis il m'a dit puis t'as 30 ans mec, c'est trop tard pour faire de la BD. Et je me sens que je l'ai pris comme un affront. Je me suis dit je vais te prouver que t'as tort en fait. Tu vas voir. Et, Non, mais c'est Non, une histoire hyper commune, ça. Oui, de- non, c'est vraiment génial ce que tu dis parce que c'est quelque chose en fait qu'on voit souvent avec les personnes justement qu'on côtoie chez les illustrateurs, illustratrices, auteurs de bande dessinée. Et à un moment, ils se retrouvent face à un mur, tu vois, et l'impossibilité de faire quelque chose. En fait, il faut se donner la permission d'eux et y aller, quoi. Puis t'as ce petit moment, tu sais, un peu comme quand tu sautes en parachute. Alors j'ai jamais sauté en parachute, mais l'idée me Oui, il parle. y a un vertige. C'est le moment en fait où tu sais pas. Et moi j'avais toutes ces histoires qui dormaient comme ça dans un tiroir et j'avais envie de les exploiter. Je savais pas comment faire. J'avais peur que ce soit anxiogène. Je partageais juste des petits récits de vie, des petites anecdotes du quotidien avec ma compagne qui avaient leur petit succès aussi. Ça faisait beaucoup rire mes abonnés. Mais j'avais envie de rediriger mon lectorat vers ces histoires et je me suis dit waouh, le grand écart est quand même assez fameux entre mes anecdotes de soins palliatifs et mon quotidien avec Finalement, ma t'as compagne. pas fait un grand écart, t'as fait un pont. C'est ça, et au bout d'un moment, je me suis dit, tu sais quoi, arrête de te poser la question, fais-le, de toute façon, ça coûte rien, quoi. J'étais pas non plus une star sur Instagram, donc... Et c'est ce moment, tu sais, où tu as ce petit boost d'adrénaline et tu te dis, allez, c'est bon, j'y vais, je m'en fous. Et donc, j'ai publié l'histoire de Blanche. Et puis celle de Mathilde, etc. Et en fait, c'est avec les histoires de Marie et de Christine qu'il y a vraiment eu un gros boom et que... Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles avaient de spécial, ces histoires? Je sais pas si elles avaient quelque chose de spécial, mais en tout cas, elles ont été fortement appréciées et puis du coup partagées. Et puis tu sais, il y a un effet boule de neige, quoi. Elles ont été énormément Il y a partagées. toujours un ces moment où histoires, c'est plus Oui, partagé que... L'accumulation Ouais. aussi, tes abonnés commencent à avoir l'habitude de suivre tes histoires, et puis après il y a celle-là qui peut-être pour une raison ou une autre pop un peu plus. Et Oui, ça c'est l'histoire de souvent le Marie, hasard. c'est une histoire qui... Bon, après, elles me sont toutes chères, hein, mais elle avait une saveur particulière parce que justement, j'arrivais déjà à ce moment où je me prenais souvent cette idée que j'étais un super infirmier, un modèle, et je n'aime pas cette idée. Et du coup, c'était aussi une manière de montrer aux gens que non, je ne suis pas un super infirmier, je suis juste un infirmier parmi tant d'autres, et j'ai aussi mes failles et mes faiblesses. Et l'histoire de Marie, c'est ça qu'elle raconte en fait, c'est que cette patiente, elle m'insupportait au plus haut point quand je l'ai rencontrée, et je n'arrivais pas à créer du lien avec elle, alors qu'elle avait une forte envie justement de créer du lien avec moi. Ah oui, en effet, ouais. Et je l'ai raconté vraiment avec beaucoup d'humilité pour montrer aux gens, regarde ce que ton super infirmier il a fait, tu vois. Et en plus, c'est un très beau turnover cette histoire parce que finalement, elle termine par cette sédation
que j'ai envisagé de manière très poétique, cette espèce de voyage dans le ciel. C'est magnifique. Et véritablement, à son chevet, Ouais, c'est comme ça qu'on l'a vécu, et c'est comme ça que c'est comme ça que j'aime d'ailleurs lors des soins, parce que la sédation, c'est véritablement un soin, à mon sens. Le présenter à mes patients, c'est ce voyage, qu'on ferme les yeux, et où est-ce que vous m'emmenez maintenant ? Et je pense que peut-être que ça a eu quelque chose aussi de très rassurant sur cette angoisse de la sédation, c'est aussi comment dire, on va peut-être pas aborder ce sujet-là, mais parce que c'est très chiant, mais ce sentiment en France, en fait, que ne pas légiférer sur l'euthanasie, c'est une erreur et qu'on est en retard et ceci et cela, alors qu'à mon sens, la loi française est très bien faite et elle offre toutes les conditions favorables à une fin de vie apaisée, sereine et optimale, quoi. Et en parlant de tapage médiatique, tu racontes justement dans l'histoire inédite avec Rémi que en fait tout s'est passé en même temps. C'est-à-dire que ta première bande dessinée sort, les médias s'y intéressent, tu es beaucoup invité sur des plateaux, par des médias, etc. Tu deviens papa, ta chérie, ta compagne passe par une dépression. Ça fait beaucoup en même temps. Comment tu as vécu ce... Oui, c'est vraiment le boxon. C'est le bon mot, ouais. C'était très compliqué de gérer tout ça de front parce que en l'espace de quelques mois, j'apprends à devenir père et quand t'es papa, tu le sais comme moi, ça devient la priorité numéro 1 de ta vie, en fait. Tout devient accessoire. Et donc, j'ai à cœur d'être un bon père pour mon enfant, de rester un bon compagnon pour ma compagne, que je vois s'enfoncer. Et en parallèle, je vis ce rêve éveillé, quoi, ce rêve de gosse de pouvoir diffuser mon travail, de pouvoir le promouvoir sur les plateaux télé parisiens et avec de très belles opportunités. Et après, tout en restant infirmier à temps plein à l'hôpital, et ça a été... vertigineux. Ouais, ça a été très compliqué à gérer, ouais. Et d'autant que je n'arrive pas trop à m'arrêter, donc j'avais à peine mis à la vie en librairie, que j'avais déjà signé pour Je serai là, et que j'étais déjà en train de bosser dessus. Et ce que je voulais raconter à travers cette histoire avec Rémi, surtout, c'est que c'est la manière dont ce patient a accompagné tous ces moments compliqués avec énormément de bienveillance et à quel point finalement, tu sais, à l'école d'inf, il y a un truc avec lequel on te rabâche en permanence, c'est cette espèce de distance que tu dois mettre entre les patients et toi. Et je comprends l'idée, hein, je ne nie pas l'importance en fait de ne pas se laisser bouffer par la relation avec le patient. Parce que ça peut être dangereux. Voilà, mais je ne suis pas convaincu non plus qu'il faille envisager la relation à l'autre sous l'angle de la distance que tu dois mettre avec lui pour t'en protéger. Des fois, ça arrive en fait, et il faut juste pouvoir l'accepter et l'accueillir en fait, la relation. Disons que c'est ça, et puis si tu ne nourris pas la relation avec le patient, au bout d'un moment, tu te fais chier, quoi. Enfin, je veux dire, c'est le travail avec l'humain, tu vois. Si tu n'as pas envie d'être touché par l'autre, si tu n'as pas envie de vivre de belles histoires et de belles aventures humaines, taffe pas dans un milieu ou avec l'humain, quoi. Et Rémi, c'est véritablement un patient que je me plais à considérer comme un ami. Et c'est quelqu'un qui a entouré la sortie de la vie d'une manière très particulière. Il a donné cette interview pour Le Parisien, il en était fier comme tout. C'est avec lui, l'anecdote de notre rencontre, que j'ai annoncé la sortie de la vie sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, il m'a suivi un peu comme un coach, un peu comme un papa, et tout ça pendant toute cette promo. Et tandis que moi, justement, je continue de l'accompagner comme un soignant dans les moments délicats de la maladie. Et il t'a renvoyé, en fait. En fait, ça a été un échange mutuel. Et c'est vraiment quelqu'un que je porte haut dans mon cœur. Et aujourd'hui, je suis encore en contact avec deux de ses filles. Et je sens que c'est un lien qui est important pour moi, même si on ne se parle pas très souvent, mais de temps en temps, on s'envoie un petit message. C'est important parce que pour moi, c'est une manière de continuer à le faire vivre dans ma mémoire, en fait. Et je pense que c'est sain, tu vois. Je pense que c'est juste, montrer à quel point ces personnes peuvent être plus que de simples patients. C'est des personnes qui traversent ta vie et laissent un peu d'elles
derrière elle, quoi, dans ta vie. Et moi, j'ai envie de garder ce souvenir, j'ai envie de le porter en moi, j'ai envie de me rappeler que ça fait partie des beaux moments que j'ai vécu. C'est pas juste du travail, quoi. C'est pas juste poser une paire, donner un médicament, et c'est rencontrer des gens et t'imprégner de tout ce qu'ils peuvent t'apporter, quoi. Ouais. Eh ben, je t'ai mentionné ça avant qu'on enregistre, mais j'ai dit que ma maman, elle était bénévole en soins palliatifs, donc c'est un univers que je connais un petit peu à travers elle, même si je ne l'ai jamais accompagnée. Du coup, je lui ai offert Je serai là, donc évidemment, elle a été énormément touchée, etc. Et avant de venir te rencontrer, je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que tu aimerais poser une question à Xavier ? Et voilà, et il m'a dit oui, donc je vais te poser sa question. Qui suit un petit peu ce dont on est en train de parler entre parce que voilà, ma maman, elle n'est pas infirmière, mais elle côtoie toutes ces histoires avec ces personnes qu'elle rencontre pour un petit bout de chemin. Et voilà, cette histoire de s'impliquer émotionnellement, c'est bon. Voilà, donc je te pose la question qui est quel conseil me donneriez-vous en tant que visiteuse et non en tant que soignante ? Mais j'aime pas donner des conseils, en fait. Okay. Je pense que justement, au quotidien, j'essaye de m'abstenir de donner des conseils. Mais peut-être qu'au-delà du conseil, peut-être simplement de quelle manière on peut aborder la visite en fait en soins palliatifs quand on vient voir ses proches. Professionnels. Je pense que l'important c'est justement d'accueillir et je pense que le bon taf d'un bénévole en soins palliatifs, c'est ça, c'est de rentrer dans une chambre et de voir comment il est attendu, comment il est accueilli, et de simplement se laisser porter par la rencontre. Et parce que c'est cette rencontre qui va définir le chemin qu'on va emprunter à deux ou pas. Il y a des patients qui ne sont pas du tout ouverts à l'idée de recevoir un bénévole ou une bénévole dans leur chambre, d'autres qui au contraire sont très preneurs de l'idée. Et de la même manière, moi en tant que soignant, dans une chambre c'est pareil, en fait il y a des patients qui m'accueillent à bras ouverts et puis d'autres, ok, posez votre perf et puis vous pouvez disposer. Et j'ai pas vraiment de conseils à donner, si ce n'est de se laisser porter, en fait, peut-être, ouais, comme j'essaie de l'illustrer dans l'histoire de Paulette, de ne pas oublier que derrière la maladie, toutes ces personnes sont des êtres humains, avec des désirs, des besoins, des envies, des aspirations, des rêves, certains réalisés, d'autres pas. Et je pense que c'est important de ne pas l'oublier, de les considérer avant tout comme des êtres humains plutôt que comme des malades. Voilà. Souvent, tu sais, tu le lis dans la littérature, le malade, les malades, tout ça, c'est pas que des gens malades en fait, c'est juste des êtres humains comme toi et moi. Et c'est dommage que du jour au lendemain, quand malheureusement tu es porteur d'un cancer ou de n'importe quelle autre maladie, tu passes du statut d'humain au statut de malade. Ouais, c'est chaud. Ouais. Merci. C'est une étiquette délicate. Merci pour elle. I still have hope and faith in you when you left home. But it's